Milius a été très apprécié aussi dans le monde arabe. Par exemple, l'un des films en Algérie qui a eu le plus de succès, c'était L'Aube rouge. Ah oui. C'est quand même bizarre, quand même, un film pro-américain. Ce n'est absolument pas bizarre. Ce n'est absolument pas bizarre. Pourquoi? Parce que mon oncle Kamar me racontait justement quand il a vu le film en salle là-bas. C'était un film en fait sur la résistance. Ouais, c'est ça. Et la bataille d'Alger en fait a été le film que Milius a repris en long, en large, en travers pour l'Aube rouge. Il est même allé jusqu'à reprendre justement la même intro du personnage de Jean Martin, qui joue dedans le colonel Massu, pour introduire le personnage de William Smith. Strelnikov. C'est exactement la même intro. Mais vraiment la même. Et mon oncle Kamar me racontait, quand ils avaient vu l'Aube rouge, la salle était comble. La salle était comble et ils étaient pris dans le film dès le départ. Et il y avait une interaction. Fort, hein. Mais ça démarre Ça fort. fait sauter un bus scolaire. Je veux dire, c'est waouh quoi. Il m'a raconté l'interaction incroyable qu'il y avait, parce que ça, la communauté algérienne de l'époque l'avait vécu. Ah oui, d'accord. Donc, quand il voyait par exemple la scène, mon oncle Kamar disait, tout le monde avait perdu les pédales. Quand il voyait justement les petits aller, donc c'était le père de C. Thomas Howell qui était joué par Roy Jensen, et ils allaient dans sa boutique et il disait, prenez tout ce dont vous avez besoin. Et il me disait que la salle, tout le monde était en train d'hurler, prenez les armes et prenez les munitions. C'était ce qui hurlait à l'écran. Et quand ils avaient justement fait descendre un hélicoptère, la salle était en délire, elle applaudissait. Et la scène où tout le monde avait pété un câble, c'était lorsqu'ils avaient justement amené un groupe de soldats russes dans une embuscade. Et on les voyait sortir de leur foxhole. Tout le monde est parti en vrille. Quand il y avait Darren Dalton qui se mettait à hurler « Wolverines !», tout le monde est parti en live. Et ça a pris une disproportion incroyable à la fin du film. La fin du film disait, on a littéralement cru qu'il allait y avoir une émeute. Il disait, le plan sur le rocher de la résistance, avec Leah Thompson et tout, qui sort un monologue, justement, c'était en fait la plaque qui était gravée sur le rocher. Dès que la musique de Basil Poldou s'explose, et qu'on se mettait à voir justement les photos de Patrick Swayze, Darren Dalton, Charlie Sheen en train de prendre la pause avec la AK-47, toute la salle était en délire. Ils applaudissaient, ils hurlaient, ils sifflaient, et les femmes qui étaient dans la salle se mettaient à faire des zrared, qui était le cri de célébration des femmes arabes, enfin des femmes algériennes. C'était incroyable. Et mon oncle l'a vu 3 fois en salle, il me disait, ça ne désemplissait pas, mais ce qui était incroyable, c'est qu'on voyait maintenant les parents ramener leurs enfants. C'était hallucinant. Et l'Aube rouge, même mon père, quand il avait vu, ma mère était tombée amoureuse du film, elle avait vécu ça. Quand elle me racontait justement les troubles que ça a été, justement, la guerre d'Algérie, la bataille d'Alger, mon père, il l'a vécu aussi, étant môme, etc. Quand il voyait justement un film comme l'Aube rouge, il ne pouvait qu'être sensible. Alors que, justement, on parle d'envahisseurs qui ne sont rien d'autre que Cuba et la Russie, qui étaient en plus de ça les alliés de l'Algérie. Ah oui. Pour ça que ça dépassait le cadre justement de la politique, etc. Au contraire, c'était vraiment un film sur la résistance, c'est-à-dire quand ils voyaient les petits prendre les armes pour lutter contre l'envahisseur, eux, ils étaient dedans, parce que c'était vraiment leur histoire, lorsqu'ils étaient justement en pleine lutte armée contre l'armée française. C'était le FLN, quand ils voyaient les Wolverines. Et en plus de ça, les rares fois où Milius, en fait, s'était prononcé, c'est-à-dire il avait par exemple longuement parlé de la bataille d'Alger, justement, et il disait que pour lui, les héros du film étaient justement les résistants du FLN. Ce n'était pas l'armée française. Ouais, et en plus de ça, le sujet justement de l'indépendance algérienne, aux États-Unis, n'oublions pas que John Fitzgerald Kennedy, en 1957, avait dit ouvertement qu'il était pour une indépendance de l'Algérie. Et Milius, ils s'en étaient servis justement pour pouvoir retravailler le scénario qui ne ressemblait pas du tout au film que l'on connaît. Oui. Mais voilà, pour te dire justement à quel point le monde arabe aussi justement s'y retrouve en regardant les films de Milius. Mon père, donc, j'avais vu Dirty Harry avec lui, mais mon Dieu, quand je voyais Le Lion et le Vent,
Et quand je voyais l'Aube Rouge avec lui, c'était quelque chose. Ce qui est incroyable dans Le Lion et le Vent, c'est que l'Américain moyen aurait un peu ridiculisé les Arabes et aurait mis le héros Roosevelt, mais là, Roosevelt, il le met au même niveau que Rassouli, avec un respect commun entre les deux, ce qui en 75 est quand même assez inédit. Absolument. Mais c'est parce qu'il est érudit, c'est parce qu'il sait de quoi il parle, justement. C'est-à-dire, il aurait très bien pu, justement, utiliser genre les pires clichés. Ouais. Mais non, pas lui. Jamais dans le cliché. Même les scènes de prière qui pourraient être cocasses pour un occidental, le sont pas. Elles sont respectueuses. Et ça, c'est quand même très très fort avec ce Roosevelt d'un côté qui est aussi bigger than life. Mais bien sûr. Et puis surtout, voilà, il considère justement Rassouli comme étant, voilà quoi. Est-ce qu'il le fait crescendo, parce qu'au départ, il est un peu antipathique, Rassouli. Tu le vois tuer des gens, enfin, ses compagnons tuent des gens, etc. Tu sens que c'est le bad guy, c'est le méchant de l'histoire. Et au fur et à mesure, cette relation avec Candice Bergen, qui peu à peu va évoluer. D'ailleurs, Milius écrit très très peu de rôles pour des femmes. Ah, et toutes les femmes sont des femmes forces. Ah oui, absolument. C'est des mecs. Et ça, c'est vrai. Et ça aussi, c'est justement une chose qu'il a reprise du cinéma japonais. Oui. Parce que le cinéma japonais, en fait, a été vraiment l'un des premiers cinémas au monde, justement, à privilégier les femmes fortes. Et Milius est un fan de films de sabre. Paul Schrader, lui, me disait justement qu'il avait découvert justement les films avec Fuji Junko, etc. et tout avec Milius. Et Milius était fan, par exemple, de la série La Pivoine Rouge. C'était un peu normal. Et aussi, quand on voit justement... par exemple, il y a un auteur au Japon que j'aime beaucoup justement parce qu'il a un côté Milius et il adore le cinéma de Milius, c'est Kazuo Koike. Kazuo Koike, c'est en fait le créateur de Lady Snowblood. Voilà, il adore les personnages de femmes fortes. Et c'est aussi ça, par exemple... qui a inspiré aussi Cameron. Chez James Cameron, les personnages de femmes, ce sont des femmes fortes, ce sont des guerrières. Et Cameron ne s'est jamais caché aussi, justement, d'être influencé par Milius. Il adorait Milius également. C'est quand même difficile, même en regardant Avatar aujourd'hui. On ne peut pas ne pas penser à Milius. On voit le personnage de Miles Quaritch, de Stephen Lang. C'est à se demander et tout si c'est pas Milius qui l'a créé, quoi. Alors le paradoxe de Milius, c'est que tous les gens qui le connaissent l'aiment profondément. Lucas, Scorsese, Spielberg, etc. Mais l'image qu'il renvoie et la personnalité qui s'est créée, parce qu'il s'est créé un mec un peu facho, voilà. En interview, il posait le gun chargé sur la table. Donc c'est pas qu'on interview. Oui, et pendant les discussions avec les producteurs aussi. Donc ça c'était. Et du coup, ce qui est paradoxal, c'est qu'il était aimé de ses amis, mais du coup après Red Dawn, il a été un peu boycotté. C'était difficile pour lui parce que du coup, il a été victime de sa propre personnalité. Ça, il l'assume, il le dit. Moi, je pense, mais c'est dommage. Parce qu'il préfère. Encore une fois, Milius, il me plaît parce que Milius est quelqu'un justement qui préfère être haï pour qui il est, qu'être aimé pour ce qu'il n'est pas. Ouais. Et Milius, par exemple, il avait, et c'est vrai, mais ça s'est retourné contre lui. Par exemple, c'était mon mentor. Mon mentor, c'était Luciano Vincenzoni, qui était le scénariste de Sergio Leone. Et Luciano, à un moment donné, m'avait raconté, à l'époque où il était chargé de développement pour Dino De Laurentiis, sa première rencontre avec Milius. Et Luciano Vincenzoni, voilà la filmographie du bonhomme. Quelqu'un comme Milius ne peut qu'être en émoi devant ce mec-là. Et c'était pour Conan. C'était la réunion justement pour Conan. C'était dans les bureaux de Dino De Laurentiis à Los Angeles. Et Luciano me racontait, il dit, j'ai lu la nouvelle version de Conan, parce que la précédente version, c'est celle d'Oliver Stone, qui était vraiment bien. Il me disait, mais là, pour le coup, Milius a dit qu'il allait reprendre le scénario, mais de fond en comble, etc. Il dit, et tout le monde attendait vraiment la livraison de cette nouvelle version. Et Dino De Laurentiis, donc, attendait aussi, justement, le retour de Luciano. Luciano lui a dit, écoute, moi, je trouve le scénario vraiment bien. Vraiment remarquable. Et il se retrouve donc dans le bureau de Dino De Laurentiis, et Luciano me racontait, il me disait, il avait cette table ridicule, il me disait, chez Dino De Laurentiis, tout était plus grand que nature, il me disait, c'était baroque, il me disait, parce qu'il avait un complexe napoléonien, donc c'était, les tables de réunion, c'était carrément des tables qui ne finissaient pas, les fauteuils étaient vraiment, ça ressemblait à des trônes, etc., etc. Et il y avait donc Dino De Laurentiis, Milius et Luciano. Et Milius, avant même que la réunion commence, il était déjà sur le pied de guerre. Et il avait anticipé vraiment la confrontation. Ah oui.
Mais c'était pas n'importe quoi. Enfin, c'était là où il était justement. C'était pas la confrontation avec Dino en fait qu'il redoutait. C'était la confrontation avec Luciano Vincenzoni. Parce que c'est quand même le scénariste, pour quelques dollars de plus, tu veux voir La Brute et le Truand, etc. C'est pas rien. Milius, c'est ses films cultes. Et donc il a été impressionné par. Il était impressionné, mais dans le sens, il se préparait au combat, en se disant, parce qu'il a toujours eu en fait une très mauvaise expérience avec les chargés de développement. Et pour les scénaristes, c'est vrai que c'est généralement le cas. Et il était parti dans sa tête que, bon, bah maintenant mon adversaire, c'est un chargé de développement, mais c'est pas n'importe qui. C'est un scénariste renégat. Genre, il est passé de l'autre côté, mais le gars connaît justement la musique, il connaît toutes les ficelles. Voilà. Et Milius, donc, a fait la bêtise de vouloir jouer le rapport de force. Et qu'est-ce qu'il a fait à la réunion? Il a sorti, en fait, un Colt 45 qu'il avait, et il l'a posé sur la table avec le canon pointé sur Luciano. Et il lui a dit, comment as-tu pu passer de l'autre côté, toi, un grand scénariste? Ah oui, il a attaqué de force direct, quoi. Et Luciano, là, tout de suite, mais vraiment, c'était plus possible. Genre, il a dit, j'étais venu vraiment pour m'en faire un ami et pour lui prouver que j'étais un allié. J'ai dit, il a trouvé le moyen justement de faire de moi son ennemi. Et Luciano s'est tourné vers Dino De Laurentiis, il lui a dit, moi je refuse de partager le même air que ce sale connard. Et il est parti. Il le lui a dit en anglais, il l'a traité, il a dit, you are a fucking asshole. Et il est parti. Mais est-ce que John Milius avait toujours ce genre de caractère il l'avait. À chaque fois, c'est une image qu'il jouait aussi sur son image, je pense. C'est ça. C'était un gentil nounours. Il s'est construit un personnage, et pour qu'un personnage existe, il faut du drame. Il en a été prisonnier un peu. Mais il le sait, mais exactement, mais il l'assume, il le dit. Il dit au final, je suis resté fidèle à moi-même jusqu'au bout. Et il disait, ben voilà, il disait, lorsque l'heure des comptes arrivera, il dit, je pourrais me regarder dans le miroir en disant, tu as été fidèle à toi-même jusqu'au bout. C'était ce que Milius disait. Et c'était arrivé sur Conan avec Luciano, et Luciano me disait qu'il le détestait. À tel point que, vraiment, Milius a appris, en fait, de façon détournée, qu'il avait fait une connerie. Ah oui. Oups. Mais alors, est-ce qu'il a voulu rattraper le coup? Il a essayé, mais Luciano était son âme. Il dit non, il dit moi je veux plus du tout. Il le traitait de tous les noms. Il lui disait regarde-toi. Et je me rappelle aussi, je l'ai même sur bande audio, quand t'as Luciano qui me dit, en français il me le racontait, ce sale gros con, je suis sûr et certain qu'il est sympathisant du Ku Klux Klan, etc. Ah, il y était allé, mais vraiment, mais oh là là. Mais alors dis-moi, comment ça s'est passé sur Conan alors? Sur Conan, disons que ça a été, le projet en soi a été très difficile, parce que c'était quand Edward R. Pressman en fait avait développé le film avec Oliver Stone, le scénario en fait était trop ambitieux pour être mis en scène tel quel, c'était pas possible. Et Edward R. Pressman, donc, il avait eu l'idée, mais la bonne idée, c'était d'approcher justement Ridley Scott pour pouvoir faire le film. Ridley Scott adorait le scénario. Le problème, c'est qu'il disait lui-même, ça va être difficile justement de rester fidèle à ce qu'il y a sur le papier, quoi. On n'a pas encore la technologie pour pouvoir le faire, malgré le fait que Ridley Scott était au fait de tout ce qui se faisait en matière d'effets spéciaux, quoi. C'est-à-dire qu'il était à la pointe de tout ça. Mais il avait un problème avec. Et le projet a tourné en fait dans le vide pendant tellement longtemps que ça a fini par décourager tout le monde. Ridley Scott, qui est parti pour faire autre chose. Oliver Stone, qui est parti justement pour faire autre chose. Et tout le monde était vraiment... l'envie n'était plus là. Le scénario était trop ambitieux pour vous? Le scénario était trop ambitieux, et donc après, c'était à la fin d'une séance de travail avec Ridley Scott où plus personne en fait n'avait le cœur à l'ouvrir. C'était là, ouais, bon. Genre, ça devient lassant. Genre, c'est toujours les mêmes problèmes, et on ne trouvera jamais de solution viable. Pas possible. Et Dino De Laurentiis en fait était, il avait en fait des bureaux qui étaient juste à côté de là en fait où ils avaient tenu la réunion avec Ridley Scott. Et Dino De Laurentiis était quelqu'un donc qui avait fait courir le mot, je fais tous les films infaisables. C'était ce qu'il le dit, il le disait lui-même. Quand il a récupéré donc Conan et que après ils ont demandé qui peut, c'était un peu logique de proposer un projet pareil
à quelqu'un qui pourrait en fait comprendre la mentalité barbare. Et qui s'est défini comme tel à tue-tête? C'était Milius, on ne pouvait que penser à lui. C'est que Milius en fait voulait en faire un western, visuellement parlant. Et c'était par exemple le principal point de discorde entre lui et Oliver Stone. D'ailleurs, Oliver Stone disait non, Conan, c'est voilà quoi, c'est son univers, c'est la jungle, c'est la verdure, c'est cette végétation justement. Il dit pour moi, la couleur qui définit Conan, c'est le vert. Et Milius, c'était ah non, pour moi c'est le désert. Pour moi c'est ça, je veux tourner le film à Almeria, je veux le tourner là-bas, etc. Et Stone ne pouvait pas s'entendre avec Milius. C'est pour ça que Stone en fait c'est totalement parti du projet. Et la seule scène en fait que Milius a gardée, c'était la scène avec la sorcière. Et qui était justement une scène, mais qui était typique d'Oliver Stone. Et voilà, ça c'était après, Conan ensuite, on sait ce que c'est devenu, etc., etc.